Bonjour tout le monde. On va parler du C Python. Avant de commencer, qu'est-ce que le C Python? Le C Python, c'est l'implémentation par défaut de Python. Donc quand vous allez sur python.org, c'est ce que vous récupérez. Il y a plein d'autres implémentations. Il y a PyPy, Jython, IronPython. Je crois que quelqu'un va parler de PyPy demain. Mais C Python, c'est probablement celle que vous utilisez. C'est la plus utilisée. Tout est fait en C, en dessous. Et ça fait plusieurs années en fait que je blogue sur C Python et j'ai pioché quelques merveilles internes en fait qu'on trouve dans le code C. Je vais pas montrer du tout de code C aujourd'hui. On va juste regarder à des diagrammes. En fait, j'ai fait cette présentation à PyCon Ireland la semaine dernière et c'était sympa de traduire. Ça fait 12 ans que je travaille aux États-Unis, donc c'était intéressant pour moi de traduire tout en français, réapprendre tous les termes techniques. Donc, ça peut servir en fait de connaître une implémentation quand on code. Par exemple, de savoir comment sont gérés les objets en mémoire, si les objets sont partagés entre plusieurs variables, pourquoi tel type d'opération dure plus longtemps qu'une autre. On va commencer par le premier objet qui est la chaîne de caractères. Donc si vous regardez dans le code C Python, c'est un fichier qui s'appelle stringobject.c. On va commencer par une fonctionnalité qui s'appelle en fait le partage de petites chaînes. Je vais montrer un exemple. En interne, le tableau en C en fait il y a un tableau en C de 256 éléments qui sont des pointeurs. Au début, ils sont tous égaux à null. Et quand on déclare une première chaîne de caractères. Donc, quand je dis petite chaîne, c'est en fait des chaînes de caractères 0 ou 1, donc c'est assez limité. Donc, si je fais S1 égale à A, ce qui se passe en interne, c'est qu'un objet de chaîne de caractères est créé, en fait. Et comme A, c'est 97 en ASCII, l'élément à l'index 97 pointe vers ce nouvel objet de chaîne de caractères. Et maintenant, j'ai ma variable S1 qui pointe vers cet objet. Maintenant, si je fais S2 égale A, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il va regarder dans le tableau. Il sait que A, c'est 97. Il voit qu'il y a déjà un élément qui pointe vers... il y a déjà un objet qui existe, en fait. Donc, S2 va pointer directement vers cet objet. Donc là, vous voyez bien que S1 et S2 partagent, en fait, le même objet. Et ça marche pour plein de choses, en fait, à l'intérieur. Quand vous déclarez une fonction, quand vous déclarez une variable, par exemple, si je déclare une fonction avec le nom A, pareil, le nom de la fonction va pointer vers cet objet. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'on utilise beaucoup de petites chaînes en Python, pas seulement celles qu'on déclare, mais les noms de fonctions, les noms de variables. Et donc, pour optimiser la mémoire et pour accélérer en fait les lookups, ils utilisent cette technique. Donc là, je vais passer à une autre petite merveille quand on utilise la méthode find de la chaîne de caractères. Donc par exemple, là, je cherche la chaîne de caractères B, A, C, B dans la chaîne du dessous. Donc là, j'ai un exemple. C'est comme, je pense que tout le monde connaît comment on utilise cette méthode. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence là-dessous. Ils utilisent 3 algorithmes qu'ils ont mélangés ensemble pour aller le plus vite possible. Donc, ils démarrent au caractère B, là, et ils vont en arrière, en fait, et ils commencent à comparer. Pourquoi ils démarrent à B, là? C'est parce que la chaîne que l'on recherche, en fait, est de longueur 4. Et donc, on va en arrière. Donc là, ça ne correspond pas. Donc on continue. Le caractère suivant dans la chaîne du dessous, c'est A. Et A se trouve dans la chaîne de caractères que l'on recherche en fait. Et là, il y a un autre algorithme qui rentre en jeu qui s'appelle Horspool. Et en fait, cet algorithme a le concept de saut de mauvais caractères. Et en fait, il regarde
il regarde le dernier caractère dans la chaîne qu'on recherche, c'est B, et il voit que B se trouve aussi à l'index 0. Et donc, pour passer de l'index 0 à l'index 3, on se déplace de 3 caractères. Donc, c'est ce que Horspool va faire ici. Et là, il recommence encore à comparer en arrière. Donc là, ça ne marche pas. Et le dernier algorithme qu'ils utilisent, en fait, c'est Sunday. Le prochain caractère, là, c'est D. Il n'existe pas dans la chaîne que l'on recherche. Donc, en fait, ils vont sauter 4 caractères pour continuer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, en fait, il y a beaucoup de fois, il y a une opération où on regarde s'il y a un caractère dans la chaîne qu'on recherche. Et pour accélérer cette opération-là, ils utilisent un filtre de Bloom. Un filtre de Bloom, en fait, il y a beaucoup de maths là-dessous, mais un filtre de Bloom, on le construit sur la chaîne de caractères qu'on recherche. Et donc, on construit un masque. Et après, pour savoir si un caractère est dans cette chaîne, c'est juste une opération, une ligne en C, là. Et c'est très rapide, ça, parce que c'est juste un et un décalage sur la gauche de bits, en fait. Il y a des faux positifs avec le filtre de Bloom, mais ça marche bien. Donc, même s'il y a un faux positif, on vérifie de toute façon si la chaîne est la bonne. Mais ça accélère vachement les choses. Donc, juste pour résumer string.find, ça c'est juste la complexité en fait pour le bon cas n sur m. Vous pouvez prendre des exemples. Hein. Si, par exemple, si n est 1 et m, n c'est la chaîne c'est la chaîne du dessous que je vous ai montré avant, et m c'est la chaîne qu'on recherche. Pire des cas, c'est n multiplié par m. Si vous regardez le code C, en fait, l'implémentation est très simple. C'est une dizaine de lignes pour faire tous ces 3 algorithmes en un. Ça marche sur Python 2.7 pour les str et Unicode. Et ça marche aussi pour, bien sûr, en Python 3, tout est des bytes. C'est le même algorithme, c'est le même code, en fait. Donc là, on va continuer sur un autre objet qui est l'entier. Donc juste pour se rappeler, en interne, un entier en fait est représenté par un objet C qui s'appelle PyIntObject. C'est une structure C. Il y a un header qui fait 16 bytes sur des machines 64 bits. Et la valeur en fait de l'entier est stockée dans un long en C. Et ça, c'est 8 bytes sur une machine 64 bits. Donc, en fait, un objet entier en Python, c'est 24 bytes. Hein, c'est pas 4 ou 8. Ça prend un peu plus de mémoire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une liste de PyIntObjects, en fait. Et on va voir pourquoi. Donc, si on déclare un nouvel entier, ce qui se passe, c'est qu'ils allouent 41 entiers à l'avance. 41 entiers, c'est en fait ce qui remplit 1 kilo en mémoire. Et ils font ça pour éviter en fait de créer des objets à chaque fois que vous déclarez un entier. Donc, par exemple, là, j'ai ma variable a qui pointe. Donc, les objets ont déjà été créés là, chaque objet de 24 bytes. Et ma variable a en fait pointe vers le premier élément. Si je crée un deuxième entier, il n'y a pas d'allocation de mémoire cette fois-ci. J'ai ma variable b qui pointe vers le deuxième élément. Et si j'efface des objets, en fait, ce que fait le garbage collector, mais vous pouvez le faire manuellement en faisant un del a. Après, il y a des repositionnements de pointeurs. Parce qu'il essaye de réutiliser au maximum cette liste-là, en fait. Donc là, maintenant, je suis de retour à mes 41 objets qui sont libres à être utilisés. Il y a quelque chose d'intéressant, en fait, si on va faire un petit test. Si on fait A égale 1000, B égale 1000, et si on teste l'identité, on fait A is B, c'est faux. Hein, parce que c'est 2 objets différents. La valeur est la même. Hein. Si vous faites A égale B, ça ferait true.
Mais si on fait A is B, ça retourne false. Maintenant, si je fais A égale 10, B égale 10, A is B, ça retourne vrai. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, encore, ils adorent partager les objets. Ils partagent les petits entiers. Donc quand vous démarrez l'interpréteur C Python, quand vous ouvrez votre shell à Python, au début, il y a un tableau en C en fait de c'est combien? 256 plus 6 éléments. Je crois plus ça encore, parce qu'il y a 0. Et donc en fait, tous ces entiers, tous ces petits entiers sont déjà alloués en mémoire. Et ça va permettre en fait de les réutiliser aussi, de les regarder rapidement, parce que c'est un tableau en C, donc on utilise encore l'index pour se déplacer. Donc si je fais A égale 5, maintenant j'ai ma variable A qui pointe vers cet objet. Et si je fais B égale 5, on regarde dans le tableau en C, donc c'est rapide, hein. Ils utilisent des index. B aussi pointe vers le même objet. Donc c'est comme ça qu'ils partagent. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, les gens utilisent beaucoup de petits entiers dans leur programme Python. Et tant qu'à faire, autant les réutiliser. Et ça accélère le lookup. On passe à l'objet suivant, qui est l'objet la liste, qui est beaucoup utilisé. Juste un petit exemple pour se souvenir comment on utilise, mais bon, je pense que vous savez. C'est comme ça qu'on ajoute des éléments. Là, j'imprime ma liste. Et on va regarder en interne ce qui se passe. Donc quand je crée une liste vide, il n'y a rien en mémoire encore. Quand j'ajoute mon premier élément, il crée une liste, un tableau en C de 4 pointeurs. Il crée mon objet entier, qui est 1, et le premier élément pointe vers cet objet. Maintenant, si j'ajoute un deuxième élément, il n'y a pas d'allocation de mémoire. Pourquoi ils font ça? Parce que si on devait en fait allouer de la mémoire à chaque fois qu'on ajoute un élément, ça coûterait assez cher. Surtout que c'est une liste. Donc quand on veut étendre une liste, quand on veut l'augmenter, c'est un realloc en C. Un realloc, ça peut coûter très cher parce que si vous n'avez pas assez de mémoire derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il va copier tous les éléments là où il y a assez de place en fait, avant d'agrandir la liste. Donc si on continue, il continue d'utiliser. Maintenant, si j'ajoute encore un élément en plus, il rajoute 4 éléments pour encore éviter une fois de plus de faire un realloc pour chaque élément. Ça fait de la fragmentation en fait si vous faites un realloc à chaque fois, donc ça peut être assez lent. En fait, ça c'est la formule qu'ils utilisent pour agrandir la liste. Donc, en gros, à chaque fois, ils agrandissent la liste un petit peu plus. Donc, si on veut ajouter un élément, ils nous en donnent 4. Si on veut en ajouter 5, 8, 9, 16, etc. Donc, si vous regardez, ça augmente un petit peu plus à chaque fois, en fait. Ce qui est intéressant, comme on a très peu de realloc, on a très peu d'allocation de mémoire, en fait, quand on ajoute des éléments, le nombre d'allocations de mémoire est tout petit par rapport au nombre d'append. Et donc la complexité en fait amortie, ce qu'ils appellent la complexité amortie, ça va être grand taux de 1. Hein, donc quand vous ajoutez un élément à une liste, si on regarde à la complexité amortie, c'est juste une opération. Pareil, quand on enlève des éléments d'une liste, quand on utilise pop, il va en fait réduire la liste comme ça. Donc il ne la réduit pas à 3 là, il la garde à 6 parce qu'il sait que souvent on fait des pop et des append, donc il garde un peu de mémoire au cas où. Donc quand on utilise list.sort, donc je vais montrer un exemple. Par exemple là j'ai une liste avec 1, 4, 3, 5, 8 et j'appelle la méthode sort. Maintenant bon elle est triée sur place. En fait, il y a énormément d'intelligence là-dessous en fait. Si la liste est petite, hein, s'il y a moins de 64 éléments, ils font juste un tri par insertion, parce que ça, on ne peut pas vraiment battre un tri par insertion avec peu de données. Par contre, si la liste est plus grande que 64,
Ils vont essayer de trouver des suites croissantes ou décroissantes en partant de la gauche de notre liste et ils vont les fusionner en fait. Donc là j'ai un exemple. Donc là j'ai une liste de 2112 éléments, 2113. Donc on part de la gauche, on commence, 4. Donc là ma suite croissante s'arrête. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils veulent que les suites soient balancées, soient équilibrées en fait. Et ils font ça pour que la fusion en fait, des suites soit le plus rapide possible. Donc il y a une longueur minimum. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de maths. Mais la longueur minimum dans ce cas-là, c'est 34. Donc ils vont compléter la suite en utilisant un tri par insertion jusqu'à 34 éléments. Quand ils ont identifié ces suites, en fait, ils les placent dans la stack, ou la pile en français. Donc par exemple, là j'ai 3 suites qui sont dans ma stack, A, B, C, et ils ont 2 règles qu'ils essayent toujours de suivre. Et la première, en fait, ça a à voir avec Fibonacci, mais le but, c'est de fusionner en fait les suites avant de prendre trop de place en mémoire. Parce qu'ils ne veulent pas, si on a une énorme liste, ils ne veulent pas utiliser trop de mémoire, ils ne veulent pas stocker 50 suites en fait. Donc ils essayent d'en garder un minimum dans la stack. Il y a quelque chose en fait d'assez sympa, c'est quand une suite, quand ils fusionnent les 2 suites, et quand il y a une suite qui n'arrête pas de gagner, au lieu de comparer A0, à B0 et après A1, B1, A2, B2, ils appellent ça le galop. Donc ils commencent à galoper. Je vais montrer un exemple. Ils suivent cette formule-là. Donc là, on a 2 suites qu'on essaye de fusionner. Donc je compare avec B1. Après, je fais B3. Donc on essaye de trouver, le but ici, c'est de trouver où 10 se trouve dans la suite en bas. Là, il galope. Donc forcément, si on galope, on peut sauter trop loin. Et donc, on a une zone qu'ils appellent d'incertitude. Là, on a été jusqu'à 14, mais on sait très bien que 10, c'est entre 9 et 11. Donc, en fait, à la fin, sur cette zone d'incertitude, ils utilisent un tri par insertion. Mais c'est plus rapide que de comparer un à un. La méthode du galop, en fait, gagne beaucoup de temps. Cet algorithme, donc vous voyez, il y a vachement d'intelligence là-dessus. Quand vous appelez sort, vous souviendrez la prochaine fois que c'est assez compliqué. L'algorithme s'appelle TeamSort, c'est quelqu'un qui s'appelle Team, donc il l'a nommé après lui. C'est particulièrement efficace quand il y a un préordre dans la liste. C'est moins efficace que l'algorithme qu'ils avaient avant, en fait. Je crois que c'était avant Python 2.6. Je crois que TeamSort, c'est dans Python 2.6. C'est moins efficace si vous avez beaucoup de doublons. Et aussi, si vous avez des données très aléatoires, il utilise n sur 2 éléments pour faire ces fusions, en fait. Donc, ça peut utiliser pas mal de mémoire si vous avez des données très aléatoires. Donc, Tim explique, si vous regardez le code, il explique qu'il trouve quand même que c'est un cas assez rare quand la liste est très aléatoire. En général, ce n'est pas le cas. Donc, lui, il pense que même si ça utilise un peu plus de mémoire que l'algorithme d'avant, ça vaut le coup parce que c'est plus rapide. Dernièrement, on va regarder le dictionnaire. Donc, juste un petit rappel. On déclare un dictionnaire vide. Là, maintenant, j'ajoute mes clés. J'imprime mon dictionnaire. Bon, tout le monde sait utiliser ça. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Bon, je pense que vous savez que c'est une table de hachage. Ça démarre avec une table avec 8 pointeurs. Pour trouver, donc en C, c'est un tableau. Donc pour trouver l'index, en fait, où l'élément est, ils calculent, ils hachent en fait la clé et ils font une opération et sur la taille de la table, en fait, -1. Le problème avec Python, en fait, avec la fonction de hachage de Python, c'est qu'elle n'est pas aléatoire. Si vous lisez des trucs sur la cryptographie, en général, une fonction de hachage doit être très aléatoire. Python n'est pas aléatoire. Par exemple, si vous faites h sur 0, c'est 0. h sur 1, c'est 1. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la résolution de collision.
Donc je vais vous montrer un exemple. Là, on déclare un dictionnaire. On démarre avec un tableau de 8 pointeurs. J'ajoute ma première clé. A, l'index est 0. Donc maintenant, j'ai mon premier élément qui pointe vers mon nouvel objet. Là. B, l'index c'est 3. Donc ça, c'est la formule que je vous ai montrée, la valeur de hachage. Maintenant, si je fais Z, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon tableau est trop petit, là, il y a une collision. Il va dire Z, c'est au même endroit que B. En fait, donc maintenant, il faut trouver un élément, il faut trouver un endroit dans la table qui est vide. Et je vais vous montrer la formule, mais en fait, il va trouver que l'élément à l'index 5 est vide, donc il place la clé Z ici. Donc, pour résoudre les collisions, qu'est-ce qu'ils font? Une première stratégie serait de faire une recherche linéaire, en fait. Ça veut dire que si l'index est utilisé, on regarde le suivant dans la table. Il y a des cas particuliers, en fait, qui ne marchent pas bien du tout. Par exemple, si on a un dictionnaire assez grand, 2 puissance 15, et qu'on veut ajouter des clés en suivant cette formule, ça paraît assez compliqué, mais en fait, c'est des clés qui se trouvent assez souvent, que les gens vont essayer d'ajouter dans des dictionnaires. Toutes ces clés vont se retrouver à l'index 0 si on suit la formule de hachage. Donc, je vais vous montrer un exemple avec la table. On a une table de taille 2 puissance 15. J'ajoute mon premier élément, c'est l'index 0. J'ajoute mon deuxième élément, c'est aussi l'index 0, donc il y a une collision. Qu'est-ce qu'il fait si on fait une recherche linéaire? Il trouve que l'élément après est vide. J'ajoute mon troisième élément. Il y a une collision à l'index 0, une collision à l'index 1. Et donc, il va trouver à l'index 2 un élément vide. Donc là, vous voyez bien le problème, en fait. Si on fait une recherche linéaire, ça coûte très cher. Parce que quand on va ajouter le 8e élément, en tout cas avant que ça s'agrandisse, il va y avoir beaucoup de collisions. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une formule pour trouver l'élément vide qui est assez compliquée, mais le but, c'est ils pensent que les gens ne vont pas ajouter des clés qui suivent cette formule-là. Hein, ça va être très rare d'ajouter des clés qui suivent cette séquence. Et ils font encore un petit peu plus compliqué. Si on regarde le code C, ils essayent en fait de jouer avec tous les bits de la valeur de hachage. Bien sûr, ce qui aide dans une table de hachage, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir de la place. Hein. Si votre dictionnaire est quasiment plein, il va y avoir un grand risque de collision. Et donc, ce qu'ils font, c'est que dès que la table là, qu'on a vue en bas en code C, hein, dès qu'elle est remplie aux 2/3, il la double si c'est un grand dictionnaire et il la quadruple si c'est un petit dictionnaire. Et donc, en faisant ça, ils assurent qu'il y ait toujours de la place. Et donc, ça permet de réduire le nombre de collisions. Je voulais juste, mon dernier slide, c'est juste qu'en ce moment, je travaille sur un projet plus un peu de loisir, on va dire. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait du GIS et du Python, j'aimerais bien discuter. Donc, venez me trouver. Voilà, merci. Et si vous avez des questions. C'est une question au sujet de l'interning des strings. À partir de quelle taille on arrête d'interner les strings? En fait, ce que j'ai montré, c'est différent de l'interning. Ils font de l'interning sur toutes les chaînes de caractères, je crois. Ouais, ils essayent en tout cas. Ce que j'ai montré, c'est vraiment le partage de petites chaînes. C'est des chaînes de longueur 0 et 1. Et là, ils utilisent un tableau pour faire ça. Mais ce que vous dites, c'est un dictionnaire, en fait, où ils essayent de partager des chaînes plus longues. Mais j'en ai pas parlé, en fait, de ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Pas d'autres questions? Bon, merci beaucoup, Laurent.
Merci.